Rencontre littéraire. Rencontre littéraire, une émission proposée par Vincent Soucy. Rencontre littéraire vous propose cette semaine de rencontrer l'écrivain et universitaire Monsieur Jacob Cohen, d'origine franco-marocaine. Avec son discours atypique et ses 7 ouvrages qu'il a produits jusqu'alors, nous allons donc les décrypter au fur et à mesure de cette émission. Mais avant, je vous propose tout de suite une courte biographie de cet auteur. Jacob Cohen est un écrivain donc franco-marocain qui est né dans le Melha, le quartier juif de Meknès, en 1944. Il fait une licence en droit à la faculté de Casablanca et il poursuit ses études à Sciences politiques à Paris. Il émigre à Montréal et à Berlin et de retour au Maroc en 1978, il occupe la fonction de maître assistant à la faculté de droit de Casablanca jusqu'en 1987. Une année auparavant, en 1986 donc, il venait d'achever une thèse en droit dont la soutenance lui a été refusée par le doyen de cette faculté pour des motifs pour le moins abjects et ce, sans que le syndicat de l'enseignement supérieur ne lui vienne en aide, ni en sa qualité de membre de ce même syndicat, ni en sa qualité de citoyen marocain. Fallait-il chercher ailleurs les raisons d'un tel ostracisme ? En tout cas, Jacob Cohen gardera de ce retour au pays, qui aura duré environ 10 ans, des souvenirs impérissables jalonnés de redécouvertes, de sensations et de belles retrouvailles qui feront l'objet d'un matériau scriptural particulièrement dense, fait de notes éparses, d'impressions de voyage et autres réflexions qui nourriront son imaginaire d'entre-deux-mondes. Voilà, tout de suite, je vous propose une petite page musicale avant de détailler la production littéraire de M. Jacob Cohen à travers les 7 ouvrages qu'il va nous présenter tout de suite. Le premier livre écrit par M. Jacob Cohen date de l'année 2000. Il s'intitule « Les noces du commissaire ». Tout de suite, il nous en parle. Le premier livre, mon premier roman, est paru en l'an 2000, qui s'appelle « Les noces du commissaire ». C'est l'histoire d'une confrontation entre le pouvoir, représenté par son ministre de l'Intérieur
et ses sbires qui viennent d'une petite ville qui se trouve entre Casablanca et Marrakech qu'on appelle Settat. Et donc c'est une clique qui va s'opposer aux hommes d'affaires d'origine fassi. À l'époque, la plupart étaient d'origine fassi, donc c'est une caste, et qui tient les rênes de l'économie. Et l'autre, le ministère de l'Intérieur, tient les rênes de la sécurité. Et les hommes d'affaires fassi veulent se libérer de la contrainte du pouvoir et veulent prendre du pouvoir au palais. Et donc le roi va charger le ministre de l'Intérieur de donner une leçon aux hommes d'affaires. Donc c'est une lutte de pouvoir. Et le ministre de l'Intérieur va nommer un jeune commissaire, enfin va désigner un jeune commissaire pour mener cette bagarre. Seulement dans cette bagarre, j'ai inclus la dimension juive. C'est-à-dire, on comprend dans un sens pourquoi les juifs marocains sont partis ou voulaient partir. Qu'est-ce qui les poussait à partir? Et donc il y avait un homme d'affaires juif, c'est une réalité d'ailleurs, qui avait monté le plus grand holding du Maroc et qui a été racheté petit à petit par les fascis. Et donc il a été amené à partir et il avait son secrétaire particulier qui est un peu assis entre deux chaises. Donc voilà un peu la trame des noces du commissaire. Vous êtes sur Kaléidoscope 97 FM et nous détaillons et la biographie et la bibliographie de Monsieur Jacob Cohen, écrivain franco-marocain. Il va maintenant tout de suite nous présenter son second ouvrage paru en 2002 intitulé « Moi, Latifa S ». Mon deuxième roman qui est apparu en 2002 chez l'Harmattan qui s'appelle « Moi, Latifa S ». Donc je me suis mis dans la peau d'une jeune fille de 16 ans et c'est écrit à la première personne, d'une jeune fille de 16 ans qui vient d'un milieu fassi modeste. En fait, parce que les fassis, il y avait dans la même famille, on pouvait avoir deux frères. Un frère qui a réussi de façon... Là-bas au Maroc, à l'époque, quand on réussit, on devenait milliardaire. Et l'autre qui vivait dans un quartier traditionnel à Casablanca qu'on appelle les Habous, qui vivait dans une maison modeste, vraiment modeste. Et ils avaient une fille très jolie, de 16 ans, très jolie. Donc le fils du riche, qui a 35 ans, qui se dit, bon, maintenant il faut que je me marie. Je vais me chercher une petite femme bien soumise, bien docile, bien éduquée. Donc je vais prendre une cousine. Voilà, on m'a dit qu'elle est jolie, donc je suis sûr d'avoir une bonne descendance. Et donc on prépare on amène la jeune fille dans le salon énorme de cette maison bourgeoise de milliardaires. Et la jeune fille, se passe quelque chose en elle, chez elle. Elle se dit, on veut me marier, ce type-là, eh ben je n'en veux pas, voilà. C'est-à-dire, je ne le ferai jamais ce mariage. Et alors que d'autres, sa sœur par exemple, ou d'autres filles, auraient donné 5 ans de leur vie ou 10 ans de leur vie pour faire ce mariage, elle décide de résister. Et donc, elle va se lancer dans elle va vivre une forme de sexualité à Casablanca qui existait à l'époque et dont on parlait pas, parce que c'était tabou. C'est-à-dire des filles qui montaient dans les voitures, vont aller dans les appartements, et secrètement faisaient des choses que la morale réprouve, et qui revient chez elle avec les yeux baissés, etc. Et donc finalement, elle va perdre sa virginité et va le faire savoir à cette famille de riches. Et donc, on va évidemment annuler le mariage. Et donc, c'est la révolte de cette fille que je raconte et un peu l'atmosphère donc des relations sexuelles, du mariage, etc. que je raconte dans ce livre. القدس Jérusalem, comment ont-ils cru pouvoir tuer notre histoire?
sacrifiée, terre sacrée, terre que j'aime. يعتقدوا قتلي قستنا تخيلوا تحطمي حلمنا أنهم سينسوني ريحة حبي قدسي 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 مدينة سماوية تناور لياليا من أجل الرجوع إلى بيتنا أهدي حياتي أهدي روحي قدسي 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 القدس القدس Jérusalem. Comment ont-ils cru pouvoir tuer notre histoire? El-Quds, El-Quds, Jérusalem. Terre sacrifiée, terre sacrée, terre que j'aime. Ils ont cru pouvoir tuer notre histoire, briser notre rêve. Ils ont cru pouvoir me faire oublier le doux parfum de tes lèvres. Ils m'ont éloigné de toi. Ils ont voulu que je t'abandonne, que j'abandonne le souvenir de ces heures où je caressais ton sol. Ils ont dressé ce mur entre nous pour ne plus que je m'obstine à vouloir poser mon regard sur le flanc de tes collines. Cité à la beauté divine, tu illumines toutes mes nuits. Qudsi, Qudsi, Qudsi. El-Quds, El-Quds, Jérusalem. Comment ont-ils cru pouvoir tuer notre histoire? El-Quds, El-Quds, Jérusalem. Terre sacrifiée, terre sacrée, terre que j'aime. Sur Kaléidoscope 97 FM, Monsieur Jacob Cohen continue sa conversation avec Vincent Soucy sur sa bibliographie. On aborde tout de suite son troisième ouvrage, paru en 2006, intitulé « Du danger de monter sur la terrasse ». Le troisième livre s'appelle « Du danger de monter sur la terrasse », qui est sorti en 2006 dans une maison d'édition marocaine qui s'appelle Tariq, mais qu'on peut trouver sur Internet, Amazon, etc. Donc, qui raconte l'histoire d'une petite fille juive qui a 10-11 ans, de Meknès, qui habite dans le Mellah de Meknès, le quartier juif, qui est enlevée un jour de fête sur la terrasse, là où on construit la cabane, la fête de la cabane, qui est enlevée, elle monte sur la terrasse, et elle est enlevée par un musulman et convertie à l'islam. Bon. Et ce phénomène m'avait intrigué parce que j'avais lu un livre où il racontait ce genre d'événements qui arrivaient au Maroc, donc qui étaient réels. Et donc je raconte un peu l'histoire de cette famille, l'atmosphère de la communauté juive à Meknès, parce que ce qui intrigue beaucoup les Marocains, une des énigmes de l'histoire du Maroc, c'est pourquoi les Juifs sont partis, puisque apparemment, a priori, on était très bien. Mais je voulais donner le sentiment d'une famille juive qui se trouve confrontée à un drame comme ça et qui ne peut rien faire parce que il n'était pas question d'aller voir la police et lui dire notre fille a été enlevée, il nous faut la rendre. Ça y est, c'était fini, la fille a été enlevée, les conservateurs à l'islam, les autorités n'en avaient rien à fiche d'une petite juive. Et donc la famille va partir en Israël. Et puis je raconte un peu leur installation, le racisme vis-à-vis d'eux par la société ashkénaze. Et il y a une autre dimension dans ce roman, c'est que la fille qui s'est convertie malgré elle à l'islam joue le jeu parce qu'elle comprend que de toutes les façons elle n'a pas le choix. Donc elle étudie bien le Coran, elle devient une fille religieuse, on la marie, elle a 3 garçons, elle a une fille. Et cette fille va aller à Paris
Elle fait des études de médecine, elle va aller à Paris et elle va rencontrer l'amour. Mais là, je ne peux pas raconter parce que c'est un peu des retrouvailles entre... Enfin bon, voilà. Donc j'en reste là, il vaut mieux. Vous êtes dans votre émission Rencontre littéraire en compagnie de monsieur Vincent Soucy de Radio Kaléidoscope qui interviewe monsieur Jacob Cohen, l'écrivain qui nous présente maintenant son 4e ouvrage intitulé L'espionne et le journaliste, le Mossad mène le jeu, paru en 2008. Le livre suivant, c'était L'espionne et le journaliste, donc publié chez l'Harmattan. J'ai imaginé après il a été publié en 2008 parce que je partais du principe que après les attentats de Casablanca, moi je pense qu'une bonne partie de ces attentats sont manipulés par les services secrets. Donc j'ai imaginé à Casablanca le Mossad et la CIA qui, voulant se débarrasser d'un numéro 2 de la DST marocaine qui était sur le point d'être nommé chef de la DST, mais il était un peu trop nationaliste à leur goût. Donc ils vont monter une cabale pour pousser parce qu'au départ ils avaient poussé le numéro 2 à faire un petit attentat de rien du tout pour montrer qu'on avait la situation bien en main, etc. Mais en douce, ils vont aggraver l'attentat et ils vont le mettre en difficulté. Donc en fait, j'ai voulu recréer cette atmosphère à Casablanca où le Mossad avait ses entrées, avec la CIA, avec l'agent de la CIA, avec l'establishment de la DST, et qui collaborait, mais en même temps, comment on lui a fait un sale coup pour lui faire comprendre et qu'on l'a décrédibilisé, et donc comment on l'a éliminé, et pour montrer l'extrême puissance des services secrets occidentaux et leur alliance avec la DST Maroc. Après cette page musicale, nous revenons à l'entretien de monsieur Jacob Cohen qui nous présente tout de suite son 5e ouvrage intitulé Le printemps des Sayanim, paru en 2010. Le roman suivant, c'est Le printemps des Sayanim. C'est 2010. Là, c'est mon premier roman réellement politique parce que j'ai décidé que, ce serait dommage de ne pas utiliser ce petit talent
pour parler, pour faire un vrai roman politique. Pourquoi? Parce que depuis de nombreuses années, je suis les médias judéo-sionistes et j'ai découvert l'existence des Sayanim. Les Sayanim sont des juifs qui travaillent pour le Mossad. Ce sont des volontaires juifs qui travaillent pour le Mossad. Sayanim veut dire, Sayan, ça veut dire celui qui aide. Donc il y aurait à peu près entre 3 000 et 4 000 en France, probablement 50 000 dans le monde, qui sont intégrés dans toutes les couches de la société et qui donnent un coup de main au Mossad, aux agents du Mossad, soit pour des opérations de propagande, soit pour des opérations d'espionnage. Et j'ai réalisé à quel point, en suivant les médias judéo-sionistes, comment on arrive à monter des opérations de manipulation. Par exemple, comme l'opération Gilad Shalit. Par exemple, comme un match de football qu'on montait avec l'aide de SOS Racisme, de l'UEJF, etc. Et comment on fabrique une fausse manœuvre pour soi-disant créer des conditions de paix alors qu'il n'en est pas question. Et en même temps, j'ai découvert l'existence des Sayanim en lisant les livres de Victor Ostrovsky et de Gordon Thomas. Et donc, j'ai fait le lien. Et comme j'étais franc-maçon pendant 17 ans, et en 2002, j'ai quitté en 2007, et comme en 2002, ils avaient créé certains francs-maçons juifs et sionistes, on crée une loge judéo-sioniste qui s'appelle l'Étoile de la Paix. Et là, j'ai compris, j'ai intégré cela aussi, et ils m'ont contacté parce qu'ils pensaient que Jacob Cohen, ça devrait être un bon agent sioniste. Et là, j'ai compris leur manœuvre. Et donc, j'ai voulu, dans ce livre, montrer comment ils agissent, pourquoi ils agissent ainsi. Et j'ai donné quelques exemples réels de la façon dont ils agissent. Voilà, c'est ça le Printemps des Sayanim, publié chez l'Harmattan. Si vous souhaitez vous procurer les ouvrages de monsieur Jacob Cohen, sachez qu'ils sont disponibles dans toutes les bonnes librairies de France et de Navarre et sur tous les sites également de ventes en ligne d'ouvrages de littérature. On continue donc cet entretien avec la présentation de son livre paru en 2011 intitulé Le destin des sœurs Benanis Mires. En 2011, j'ai publié Le destin des sœurs Benanis Mires aux éditions Edilivre. En France, donc. Après j'étais absent du Maroc pendant longtemps, presque 20 ans, et quand je suis retourné la première fois en 2007, j'ai vu les transformations m'ont vraiment sauté aux yeux. Et donc j'ai voulu dans ce roman raconter à travers le destin de 3 femmes, 3 sœurs, un peu ce que la société marocaine connaît actuellement comme problème. C'est-à-dire, les 3 sœurs naissent dans la famille Benanis Mires, qui sont considérées en général au Maroc. Les Benanis Mires sont une petite caste de la grande famille Fassi, qui sont connus pour leur libéralisme et leur tradition, mais une tradition soft. Et donc, une des sœurs, l'aînée est professeure d'université qui à 30 ans s'affole et se marie alors qu'elle était féministe, et elle militait pour l'indépendance, etc. Et puis se rendant compte que, malgré elle a une petite fille, mais ça lui donne pas le bonheur qu'elle voulait. Et elle ne veut pas, sombrer dans ce bonheur factice qu'on construit pour les gens. On leur dit, qu'est-ce que tu veux de plus? Tu as une belle maison, tu as un bon mari, les banquiers, tu as une fille, tu devrais avoir tout pour être heureuse. Elle ne l'est pas, voilà. Et donc, elle va entamer une procédure de divorce. La seconde, elle a 28-29 ans, elle se lance dans les affaires avec son cousin, elle réussit brillamment, ils deviennent milliardaires. Et donc c'est un peu cette caste de jeunes riches que j'ai voulu décrire à travers elle et son cousin, qui dispose de centaines de millions, etc., qui est mécène aussi, et qui ne trouve pas l'amour véritable, c'est-à-dire elle est hétérosexuelle, mais elle ne trouve pas l'amour dans cette société machiste où les hommes ne répondent pas réellement à ses attentes. Et dans le roman, elle va rencontrer une Américaine, l'attachée commerciale des États-Unis, qui est lesbienne et qui va succomber à son charme sans devenir lesbienne elle-même,
mais elle va trouver avec elle la tendresse et la sympathie, l'abandon qu'elle cherche auprès d'un homme. Et la plus jeune, elle a 20 ans, elle rencontre par hasard, mais vraiment, un jeune étudiant. Elle est riche, elle est elle a une bagnole, elle a des cartes de crédit. Je les mets en scène, elles rentrent dans un grand magasin et s'achètent des lunettes Prada, qui est 1 mois de salaire pour un ouvrier, donc juste comme ça pour rien. Et donc elle va rencontrer un jeune étudiant qui est plutôt pauvre et tourné vers la religion. Et petit à petit, elle dans ce milieu, on déteste les filles voilées, les filles qui expriment une religion. Petit à petit, elle va être séduite par ce jeune homme, par le combat qu'il défend. Et on sent qu'elle va succomber à cette mouvance. Et j'ai voulu montrer par là, parce que je n'aime pas beaucoup au Maroc une certaine forme de dénigrement des religieux. Et donc j'ai voulu montrer à travers son destin, son parcours, comment on peut après tout devenir religieuse et même éventuellement porter le voile. واعتمنوا علي مع الفاروق واعتمنوا علي مع الفاروق وحمى الله بملايكة الأطباق واسرق العداء ويدان وسواقي واسرق العداء ويدان وسواقي واتمزق دين أهل الكفار تمزاق وبتصفيهم وعفى على الباقي وبتصفيهم وعفى على الباقي ما نأمن وشهد بالرسول وتاق يوم الميعاد يكون له واقي يوم الميعاد يكون له واقي دارت معجزته بلا تدراك شلا نحكي مواهب دواقي شلا نحكي مواهب دواقي صلى الله على غيرة الرياقي واشرب الله غيرة الرياقي نام المخصوص دوان الآفاق افتح بها وغيت سواقي. Vous êtes à l'écoute de Radio Kaléidoscope 97 FM. C'est une rencontre particulière avec un monsieur écrivain franco-marocain, monsieur Jacob Cohen, un monsieur atypique qui va à contre-courant et qui n'a pas que des amis. C'est le prix de la liberté d'expression. On parle tout de suite de son dernier ouvrage paru en 2012 qui s'intitule « Dieu ne repasse pas à Bethléem ». Donc mon dernier livre qui est au Maroc aux éditions Kalimat et en France aux éditions L'Harmattan, le même livre, qui s'appelle « Dieu ne repasse pas à Bethléem ». Alors, « Dieu ne repasse pas à Bethléem », c'est l'histoire de Valérie Offenberg. Valérie Offenberg, pour ceux qui ne savent pas, c'est une militante UMP, c'est une juive d'origine marseillaise, et sioniste pure et dure, qui était présidente de l'American Jewish Committee France, et qui a été désignée par Sarkozy en 2009, pour représenter, comme représentant spécial de la France au Moyen-Orient.
pour discuter des questions de paix, de sécurité, de rapprochement, etc. Et donc cette femme va imaginer la création de la zone industrielle de Bethléem, qui existe d'ailleurs, qui existe réellement, et pour créer des conditions, disons, de pacification ou de compréhension entre les Israéliens et les Palestiniens. Ce que j'ai voulu montrer à travers ce roman, qui est très réaliste, moi j'utilise le roman, mais uniquement pour faire toucher du doigt au lecteur comment on agit, comment les politiques agissent, pourquoi ils agissent, etc. Donc je les imagine dans des dialogues. Et donc on va créer la zone industrielle de Bethléem, mais je montre dans les coulisses comment on a réussi à créer cette zone et pourquoi on l'a faite. En fait, la France de Sarkozy, comme d'ailleurs c'est d'aujourd'hui, mais enfin à l'époque c'était celle de Sarkozy, voulait répondre à la politique de propagande israélienne qui a toujours été constamment de donner l'illusion qu'on fait des choses pour la paix, alors que en fait c'est pour poursuivre la colonisation, et que donc on va monter en épingle la zone industrielle de Bethléem, on va l'inaugurer officiellement, comment on va en parler dans les médias. Et je voulais, disons, démonter le coup. Et dans le roman, il y a un personnage qui a son importance, qui est la représentante de l'autorité de la Palestine à Paris, et qui est réellement partagée, parce que d'un côté, elle est diplomate, elle sent le coup, elle n'est pas, enfin bon, elle sent que c'est un coup monté, mais elle ne peut pas faire autrement que de l'appuyer, parce que bon, la Palestine se trouve dans un état de soumission. D'ailleurs, elle est convoquée au Quai d'Orsay comme on convoque n'importe quel employé. Et donc un peu le drame de cette femme qui finalement se comprend que c'est une manipulation terrible contre son propre peuple, contre l'autorité palestinienne, contre les objectifs de la Palestine pour aboutir à un État, et qui finalement probablement va renoncer à son poste de diplomate, à ce confort de diplomate qui ne fait que renforcer la colonisation et l'emprise d'Israël sur la Cisjordanie. Voilà. Everybody goes to be alone, where you won't see any rising sun. Down to the river we will run. When by the water we drink to the dregs. Look at the stones on the riverbed. I can tell from your eyes you never been by the riverside. Somebody calls you, somebody says, swim with the current and float away down by the river every day. Oh my God, I see how everything is torn in the river deep, and I don't know why I go the way side. One little river
Vous pouvez retrouver toutes les informations sur la biographie, des vidéos, des livres également, sa page Facebook de Monsieur Jacob Cohen à travers son blog qui est en ligne et qui s'intitule Jacob de Meknès, comme la ville marocaine en un mot, .blogspot.fr. Et là, vous trouverez toutes les informations inhérentes à son travail depuis de longues années. Intitulé Des manipulations, le blog est par nature, comme il le dit en introduction, progressiste, destiné à démythifier Israël et à contrer sa propagande, ouvert au débat, aux échanges et à toute contribution, nous dit-il, allant dans ce sens. Vous étiez sur Kaléidoscope 97 FM en compagnie de Monsieur Jacob Cohen. À bientôt.